Prince charmant, où es-tu? Prince charmant, ouh! Et toi, as-tu rencontré ton prince ou ta princesse charmante? Et toi, as-tu rencontré ton prince ou ta princesse charmante? Et toi, as-tu rencontré ton prince ou ta princesse charmante? Moi, je l'ai rencontré. Il était en couple, il avait 3 enfants, une maîtresse, et j'étais sa 2e maîtresse. Ça a duré 5 mois et il m'a quittée. Donc si c'était à refaire, je le referais. Parce que j'aurais pas compris tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. Alors pour comprendre comment j'en suis arrivée là, d'abord je vais vous emmener dans l'histoire de ma grand-mère. Ensuite, je vais vous présenter ma vision du couple et de la famille. Ensuite, on ira dans le domaine de la psychologie. Ensuite, je vous parlerai de la façon dont on éduque les petites filles et les petits garçons. Et enfin, j'aborderai le sujet du masochisme romantique. Alors, je peux avoir tendance à accélérer le rythme de parole. Donc, si jamais vous voyez que je m'emballe, n'hésitez pas à me faire ce signe-là, vous me rendrez service. Donc, est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà vu une conférence gesticulée? Qui sait ce que c'est? Alors, une conférence gesticulée, ça vient de l'éducation populaire. L'éducation populaire, c'est une façon d'enseigner des choses aux gens de façon moins conventionnelle et moins ennuyeuse que l'école. Donc, la conférence gesticulée, c'est un produit d'EducPop. Moi, je dis que c'est un mélange entre le one-man show et la conférence. En fait, chaque gesticulant va partir de son intime pour dénoncer quelque chose de politique. Donc souvent, les gesticulants ne sont pas des comédiens et font des formations auprès de coopératives d'éducation populaire à cet effet. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ma vérité. Ce n'est pas la vérité. Ma vérité peut être amenée à évoluer dans le temps. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon point de vue de femme, cisgenre, hétérosexuelle, de 43 ans, nullipare. Cisgenre, c'est parce que je suis née femme dans un corps de femme. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des personnes dont l'identité sexuelle ne va pas correspondre à leurs organes génitaux. Donc moi, je suis cisgenre, mais il y a des personnes qui ne sont pas cis, qui peuvent être trans, non-binaires, intersexes, et voilà. Donc moi, je vais vous parler de ce que je connais en tant que femme cisgenre. Hétérosexuelle, ça veut dire que je suis attirée par des hommes, cis. Nullipare, c'est un mot assez barbare. C'est la contraction entre nul et parent pour dire que je ne suis pas mère. Donc, moi, j'ai toujours été la musique, je me considère comme mélomane, je m'y connais très bien dans un certain style de musique, et tout a commencé avec le conte musical Émilie Joly, que j'ai découvert à 8 ans, et que j'ai écouté en boucle pendant mon enfance et toute mon adolescence, et voire à l'âge adulte. Ensuite, adolescente, j'ai découvert un groupe qui a eu son petit succès dans les années 60, les Beatles, que j'ai beaucoup écouté et que j'aime toujours beaucoup aujourd'hui. Et en fait, cet amour s'est transposé sur Paul McCartney, qui était donc leur chanteur, compositeur et bassiste. Et quand j'ai perdu ma mère, parce que j'ai perdu ma mère à 36 ans, donc il y a 7 ans, j'arrivais plus à écouter de musique. J'écoutais des morceaux 30 secondes, par 30 secondes, par 30 secondes. Mais quand j'ai découvert l'album Chaos and Creation in the Backyard de McCartney, j'ai réussi à l'écouter du début à la fin. Et je remercie encore Paul pour tout le réconfort qu'il m'a apporté. Mais depuis la mort de ma mère, je cumule une loose affective absolument scandaleuse. Et j'ai cherché à comprendre pourquoi. Tiens, une malheureuse de plus. Dès que ma mère et ma grand-mère entendaient une église sonner un mariage ou qu'on croisait un cortège qui klaxonnait pour célébrer les mariés, ma mère et ma grand-mère me disaient toujours « Tiens, une malheureuse de plus ». Et ma mère m'a toujours dit « Ma fille ne dépend jamais d'un homme ». Alors j'ai cherché à comprendre pourquoi, et donc j'ai fait mon enquête. Et donc là, je vais vous emmener dans l'histoire de ma grand-mère maternelle. Donc elle s'appelait Carmen, donc c'était la mère d'Étiennette, qui était ma mère, et donc moi je suis là, je suis Stéphanie. Au niveau de ses propres parents,
Son père quittera sa mère à la mort de leur fils pendant la Première Guerre mondiale, après sa mort, en disant « À quoi ça sert qu'on soit encore marié? On n'a plus de fils. » Sympa. Ensuite, quand cet homme vieillira, il mettra sa maison en viager. Donc dans l'histoire familiale, ça voudra dire que mamie a été déshéritée. Ma grand-mère se marie enceinte de 3 mois et accouchera de son premier enfant, donc 6 mois plus tard. Et donc elle aura donc un deuxième enfant qui mourra pendant la guerre d'Indochine. Son mari la quittera pour une femme de 18 ans plus jeune qu'elle. Et ensuite, elle aura ma mère avec un autre homme qui mourra quand ma mère a 10 ans. Donc j'ai pu comprendre qu'entre le fait d'avoir été déshéritée, quittée, j'ai pu comprendre que mamie, elle avait pris cher et qu'elle avait peut-être des bonnes raisons de se méfier des hommes. Mais entre la naissance de ma grand-mère et la mienne, il s'est passé pas mal de choses. Et là, je vais faire appel à vos connaissances sur la justice. Napoléon, en 1804, a donc créé dans le Code civil l'incapacité juridique des femmes. Donc ça a instauré qu'un homme devait protection à son épouse et que l'épouse devait obéissance à son mari. Savez-vous en quelle année cela a été abrogé? 40 et quelques. Eh bien, cela a été abrogé en 1938. Savez-vous en quelle année les femmes françaises ont eu le droit de vote? 46? 1944. Savez-vous en quelle année une épouse pouvait avoir un travail sans l'accord de son époux? 56? 1965. Savez-vous en quelle année une femme pouvait ouvrir un compte bancaire sans l'accord de son mari? 80? 70? La réponse est 1965. Savez-vous de quelle année date la loi sur la contraception qui a permis aux femmes d'accéder à la pilule contraceptive? 73, 77? 72? La bonne réponse est 1967. Savez-vous en quelle année l'avortement a été légalisé? 75? La réponse est juste 1975. La dernière question est plus, il n'y a pas une fin précise à la fin du devoir conjugal. La question que je vous pose là, c'est savez-vous en quelle année, pour la première fois, un jugement a été confirmé en cour de cassation pour la condamnation pour viol d'un époux sur son épouse? 1990. Alors certains sont tentés de dire « Mais maintenant c'est bon, vous avez l'égalité, les femmes, qu'est-ce que vous voulez de plus ?» Voilà. Eh bien aujourd'hui, la grande bataille du féminisme, c'est celle contre les violences sexistes et sexuelles, que moi je vois comme un escalier. Alors, je vais vous demander, pour vous, quel type de violence sexiste et sexuelle vous connaissez? Le viol. Est-ce que vous avez d'autres attouchements? On va mettre ça dans les harcèlements sexuels, ouais. Ensuite, les propos sexuels un peu beaux. Alors, on va mettre ça dans les deux catégories, pardon. Moi, je mets femme-objet ou micromachisme. Alors, du coup, je ne les ai pas mises dedans, mais en effet, ça, comme je disais, ce n'est pas ma vérité, c'est ma vérité, pas la vérité. Je suis prête à améliorer ce tableau au fur et à mesure. Parce que, voilà. Alors, moi, j'ai rajouté les féminicides et ensuite, je vous présenterai le mansplaining, mansderrupting et manspreading. Donc, le féminicide, c'est le meurtre d'une femme par son conjoint. On n'arrive pas au féminicide comme ça. Généralement, auparavant, il y a eu des violences conjugales. Et aujourd'hui, ces violences conjugales sont très mal prises en charge par la police. Il y a quelques mois, à Blois, une femme est allée porter plainte contre son conjoint pour violence conjugale.
La police n'a pas voulu prendre sa plainte. 2 heures plus tard, il lui explosait la tête contre un trottoir. Elle a perdu un œil. Le viol, c'est une pénétration sans consentement. Patrick Poivre d'Arvor, journaliste, a été accusé de viol par plus d'une vingtaine de femmes et il n'a pas fait une nuit en prison. Il existe une Québécoise qui a visité le quai des Orfèvres avec 4 policiers qui l'ont violée. Elle est allée à l'hôpital, elle a fait un kit de viol, les prélèvements, tout était prouvé. En première instance, au premier jugement, ils ont pris 4 ans de prison. En appel, ils ont eu une relaxe. Ensuite, il y a l'agression sexuelle. L'agression sexuelle, c'est le contact d'une partie sexuelle sans consentement. Je ne sais pas si ça se fait encore pour les jeunes générations d'aujourd'hui, mais moi, adolescente, c'est 10 camions, pouette pouette, c'était une excuse pour laquelle les garçons touchent nos seins. Eh bien ça, c'est une agression sexuelle. Ensuite, il y a le harcèlement sexuel qui prend plusieurs formes. Je vais vous en citer une. C'est celle où quelqu'un va insister pour avoir un rapport sexuel avec quelqu'un d'autre, et en insistant quand même si la personne a dit non. Ensuite, il y a ce que j'appelle le côté femme-objet. C'est la façon dont certaines personnes, donc souvent des hommes, vont regarder de façon très salace une femme de haut en bas. Après, ça peut être des femmes qui regardent des hommes. Mais voilà, c'est ce côté-là. Moi, quand j'avais 20 ans, j'étais hôtesse d'accueil dans une holding. Et donc, j'avais une mini-jupe qui m'était imposée par mon employeur. Et je voyais à chaque fois là, les hommes qui me regardaient les cuisses avec délectation. Et moi, j'étais là en train de tirer sur ma jupe en souriant bêtement. Voilà, en trouvant ça presque normal. Ensuite, il y a les micromachismes. Qu'est-ce que t'as tes règles? Ou alors, la place des femmes, c'est à la cuisine. Hein. Ou alors la cuisine, pour les masculinistes sur Instagram. Et ensuite, il y a, c'est plus léger, on le voit moins. Donc le mansplaining, c'est la façon dont certains hommes ont d'expliquer des choses qu'on ne leur a pas demandé. Il y a 2 jours, j'étais dans une réunion à mon travail, où il y avait un vieux monsieur qui savait mieux que tout le monde tout ce qu'on disait. Il savait mieux que les ingénieurs, il savait mieux que tout le monde. Hein, et donc du coup, c'était un peu pénible parce que finalement, il parlait de sujets qu'il ne connaissait pas, en remettant en cause la parole de personnes qui s'y connaissaient. Le mansderrupting, c'est la façon dont certains hommes vont interrompre les paroles des femmes, de façon, on ne le voit même plus, quoi. Et récemment, on m'a appris qu'il y avait une application qui existait pour calculer le nombre de fois où des hommes interrompent les femmes. Et ça m'arrivait il y a un peu plus d'1 an aussi au travail. On venait de parler de mon sujet sur mon territoire, on ne m'a pas laissé en placer une pendant 3/4 d'heure. Alors que vous voyez, je suis quand même quelqu'un qui arrive à m'exprimer. À la fin, j'ai dû m'énerver pour qu'on parle du fond du sujet, où finalement, ils ont admis qu'ils ne savaient pas trop de quoi ils parlaient. Donc ça m'a passablement énervée. Et enfin, il existe le manspreading. C'est la façon dont certains hommes prennent de la place dans l'espace public. À Paris, c'est très visible dans le métro, ils s'asseyent, ils écartent les jambes, et on n'a pas le choix. À Tours, moi, je le vis surtout dans le tram. Il y a des jeunes adolescents qui sont vautrés, donc j'arrive pour m'asseoir, et ben parfois, ils ne vont pas me laisser plus de place, ils vont rester avachis sur leur fauteuil, pour me montrer que c'est bien eux qui ont le pouvoir, ce qui est assez détestable. Et en fait, cet escalier-là, ça, c'est la culture du viol. Et en fait, pour arriver jusque-là, eh ben, ça prend ces petites marches au fur et à mesure. Donc en 2017, il y a eu ce hashtag MeToo qui est arrivé sur Instagram, où finalement, nous avons pris conscience que cet escalier était loin d'être anecdotique, que ce n'était pas quelque chose d'intime, mais c'était un problème systémique qui était très partagé dans la société. Et en fait, plus on monte dans cet escalier, et plus on perd de sa dignité. Et moi, j'appelle ça donc ce sentiment d'inconfort, le gruik. J'ai découvert en fait la culture du viol grâce à un blog qui s'appelle, d'une autrice qui s'appelle Emma Clit, qui a décrit la culture du viol en images. Et au début, elle relate une histoire que quand elle était petite fille, elle allait manger le midi chez une nourrice avec des camarades. Et un midi, le frère de sa nourrice est présent et lui dit qu'elle est bien jolie avec sa petite jupe et son haleine de pastis, il lui fait des petits bisous sur la joue, tout ça. Et en sortant du déjeuner, ses camarades lui font « T'as un amoureux !» Et dans le dessin, en fait, on voit « Gruik » écrit à côté de son ventre. Et le lendemain, elle retourne chez sa nourrice et sa nourrice lui dit « Mon frère t'a trouvé bien mignonne dans cette petite jupe. »
Et donc, elle a compris qu'un adulte validait ce qu'elle avait vécu. Et donc, moi, j'ai décidé, donc, quand j'ai découvert ça, d'appeler ça le gruik. Ce sont ces moments d'inconfort sexuel qu'on peut ressentir dans les tripes, en fait. Et en fait, tout ça parce que ça nous rappelle la culture du viol. Et s'il y a vraiment un truc que je ne supporte pas d'entendre, c'est « Ouais, non, mais c'était pour rire. Oh, on peut plus rien dire. » En fait, c'est pas qu'on peut plus rien dire. C'est juste que, avec ce gruik, nous, la plupart du temps, les femmes et tous les êtres humains, ne veulent plus avoir peur, en fait, de cette culture du viol. En fait, ce à quoi on aspire, c'est la sécurité. Donc là, il y a principalement des femmes dans le public, mais souvent, les gens se disent « Mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Donc moi, j'invite tous les hommes déjà à résister et à noter et à faire remarquer aux autres hommes quand ils sont déjà au niveau des premières marches de l'escalier, parce que c'est déjà là que ça se joue. Et j'espère que si un jour on arrive à briser toutes ces premières marches, on n'arrive plus à aller aussi loin dans les violences sexistes et sexuelles. Ma mère me disait aussi « Ma fille, ne fais pas d'enfant avant 30 ans, profite de ta jeunesse. » Donc là, je vais en profiter pour vous parler de parentalité. Il y a un truc que je ne supporte pas d'entendre, c'est « Non, mais avoir des enfants, c'est que du bonheur. » Alors, si c'était que du bonheur, on aurait tous 10 à 15 enfants. Je veux dire, voilà. Donc, c'est que ce n'est pas le cas. Je préfère cette phrase « C'est dur, mais ça vaut le coup. » Donc moi, j'ai appris des trucs terribles sur le post-accouchement. Alors, j'ai déjà appris la nuit de Java. Est-ce que vous savez ce que c'est la nuit de Java? Donc la femme a accouché, pendant 2 jours, elle est pleine d'hormones, tout va bien, c'est la super patate. Pendant ces 2 jours-là, l'enfant qui vient naître se repose. Au bout de 2 jours, la mère est épuisée. L'enfant a repris une patate de dingue, donc il n'arrête pas de crier face à un être humain qui est épuisé. Et bien apparemment, c'est quelque chose de très commun. Et donc du coup, ça rend des femmes folles. Et voilà, on en connaît, on n'en parle jamais. Aussi, alors j'ai appris des trucs vraiment pas cool sur l'accouchement, par exemple l'épisiotomie, qui consiste donc à couper, de mettre un coup de scalpel entre l'anus et le vagin pour donner plus de place au passage du nouveau-né, qui est quand même très dur à cicatriser. J'ai appris aussi donc la dépression postpartum. Alors il y a sûrement cette histoire d'hormones qui descend, mais aussi que ça peut réveiller beaucoup de choses dans la psyché d'un être humain de donner naissance à un enfant. Et surtout, ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, il y a un sentiment de solitude qui est très partagé. Auparavant, le congé paternité, il durait 10 jours. Maintenant, il dure 28 jours. Et il y a des parents, du coup, qui ne le prennent pas ensemble, mais qui se prennent séparément pour pouvoir, s'occuper plus longtemps du petit à temps plein. Sauf que ça fait des femmes qui se retrouvent seules pendant des mois, enfin des semaines, face à un nouveau-né sans savoir quoi faire. Face à un enfant qui crie, face à un enfant qui pleure, à être en sous-sommeil, à être épuisée, à se demander mais qu'est-ce qu'elles ont fait de mal? Et il y a beaucoup de femmes qui culpabilisent sans savoir qu'en fait c'est très partagé. Et donc du coup, non, c'est pas que du bonheur. Et je pense qu'être parent, ça dépend de plein de choses. Ça dépend déjà de qui on est, d'où on vient. Est-ce qu'on a des histoires psycho-généalogiques qui traînent et qui peuvent nous retomber dessus? Ça dépend quels sont nos rêves, parce que si on a envie de faire le tour du monde à la voile avec 3 enfants, ça va être plus compliqué que sans enfants. Ça dépend aussi du partenaire qu'on a choisi. Est-ce que c'est quelqu'un qui va s'investir pleinement dans l'éducation de l'enfant? Ça dépend aussi de notre entourage. Est-ce qu'on a des frères, des sœurs, des parents qui sont là pour nous aider dans l'éducation de l'enfant, pour prendre la relève quand on a besoin? Ça dépend aussi de l'argent qu'on a, parce que quand on est avec un couple et 2 enfants dans un F2, ça ne va pas être la même chose que quand on a une maison. C'est pas la même chose aussi si on peut se payer des nourrices ou pas. Ça dépend aussi des enfants qu'on a, parce que tous les enfants ne sont pas égaux. Il y a des enfants qui ont du mal à dormir, d'autres pas. Puis il y a des enfants qui ont des handicaps mentaux ou physiques. Et je pense au cas d'autisme, enfin de troubles du spectre autistique, il y a à peu près 1 an ou 2, il y a un fait divers où une mère avait assassiné son enfant autiste parce qu'elle n'y arrivait plus. Et donc en fait, non, c'est pas que du bonheur. Et il y a aussi un truc, moi, pour lequel je suis très réticente, c'est la charge mentale. Est-ce que vous connaissez la charge mentale? Qui connaît la charge mentale? Donc, je vous fais un petit rappel. La charge mentale est un travail de gestion, d'organisation et de planification qui est à la fois intangible, incontournable et constant, et qui a pour objectif la satisfaction des besoins de chacun et la bonne marche de la résidence.
Il s'agit davantage de la charge cognitive associée à la gestion propre des tâches domestiques que de la réalisation de ces tâches. En fait, ce n'est pas faire les choses, ce sont les organiser. Et donc, cette même blogueuse, Emma, a fait un article magnifique sur cette charge mentale où elle prouve avec des statistiques qu'aujourd'hui, cette charge mentale repose sur les femmes. Donc, moi, mon père, il faisait quand même les courses et le repassage, en plus du bricolage et du jardinage. Mais quand j'ai préparé ma con, je lui ai dit Papa, qui c'est qui faisait la liste de courses ?» Il m'a dit « Oh, ben, je sais pas. » Ben, j'en ai déduit que c'était pas lui. Ensuite, aujourd'hui, donc l'éducation des enfants repose sur les femmes. À la sortie de l'école, on dit que c'est l'heure des mamans. Et aujourd'hui, souvent, quand un enfant est malade, on va plus avoir tendance à appeler sa mère que son père. Voilà. Et aussi, aujourd'hui, donc, la charge sexuelle repose aussi sur les femmes. Donc, une femme ovule 3 jours par mois. L'homme est fertile 7 jours sur 7. Et pourtant, aujourd'hui, c'est sur la femme que revient la charge de la contraception. Alors, pour les hommes, il existe des alternatives. Il existe la pilule masculine. Alors, du coup, on dit que c'est pas bien parce qu'il y a des effets secondaires. Alors, toutes les femmes qui ont pris la pilule peuvent rire, parce que oui, il y a des effets secondaires et on les connaît. Mais voilà, c'est un argument. Il existe aussi des moyens comme la vasectomie. Moi, je pensais que c'était définitif, mais on m'a appris que c'était réversible, en fait, la vasectomie. Et il existe aussi donc des moyens pour les hommes de se contracepter de façon temporaire, notamment par les slips chauffants ou par l'anneau. Et ça consiste donc à chauffer les testicules, et donc ça du coup arrête la production spermatozoïde, spermogramme à l'appui, et donc là, ça permet à l'homme d'être contracepté sans conséquence à long terme pour sa santé. Et donc, vu que le public est tourangeau, je vous invite à suivre la page Les Remontées, qui du coup organise des sessions de couture de slip chauffant sur Tours. Voilà. Et Juliette Drouard parle de travail gratuit. Ici, pour les femmes, l'amour, c'est oublier ses propres besoins pour servir ceux des autres. Pour les hommes, c'est différent. L'amour, c'est profiter. Profiter des services rendus gratuitement. Les femmes vous font des pipes quand vous êtes ronchon, lavent vos slips, s'assurent que toute la famille va bien émotionnellement en faisant la navette entre les uns et les autres, etc. Imaginez si on devait payer pour tout ça, on ne s'en sortirait pas économiquement. Alors, une fois que Emma a sorti cette bande dessinée sur la charge mentale, les journalistes ont dit « Non, mais c'est la faute des femmes qui en font trop ». Et donc, elle a ressorti un autre article de blog après pour préciser toutes les techniques que les hommes utilisent pour, du coup, échapper au travail domestique. C'est-à-dire soit mal faire les choses, soit les faire trop lentement, soit être de très mauvaise humeur quand ils le font. Donc voilà, je vous invite à regarder tout ça, c'est très drôle. Alors moi, dans ma famille, c'était ma mère qui était chargée de l'événementiel. C'est elle qui organisait Noël, parfois on fêtait Pâques, les anniversaires, est-ce que tu descends sur Tours? À l'époque, j'étais à Paris, tout ça. C'était cool. En fait, depuis qu'elle est partie, il n'y a plus rien qui se fait. Et donc, il n'y a plus d'anniversaire, il n'y a plus de dîner, tout ça. Alors, je pourrais reprendre ça moi-même. Je pourrais organiser Noël chez moi. Bon, j'ai pas l'espace. Et clairement, j'ai pas du tout envie d'être la bobonne de mon père et de mon frère. Mais donc, du coup, c'est un peu triste quand même. Tout ça. Et surtout, moi, ma réticence à la parentalité, dans mon cas personnel, c'est ma phobie de la monoparentalité. Donc je vous disais, je vous racontais l'histoire de ma grand-mère, ses parents divorcés, elle a divorcé, donc c'était quelque chose d'assez courant. Et donc moi j'ai toujours eu peur, si j'étais maman, de finir seule. Et pour justifier ma peur, je vais vous lire 2 textes. Le premier, c'est un texte du journaliste et médecin Baptiste Beaulieu, qui fait régulièrement des interventions sur France Inter, qui dit « Choisi ou subi, la monoparentalité reste un facteur majeur de précarisation et l'une des premières causes de pauvreté en France, où 1,3 million de personnes en famille monoparentale vivent en dessous du seuil de pauvreté. À situation égale, les mères célibataires sont plus pauvres que les pères célibataires, ces derniers étant beaucoup moins impactés économiquement. Ils sont moins au chômage, ils bénéficient d'emplois de cadres mieux protégés juridiquement et ils sont beaucoup plus souvent propriétaires de leur logement. Et si je m'énerve ce matin, c'est que j'en ai un petit peu marre en tant que médecin d'accueillir dans mon cabinet médical
la détresse de ces femmes précarisées, si nombreuses, qui affrontent tout, toutes seules, avec une dignité et une abnégation qui forcent le respect. En même temps, elles n'ont pas le choix. Ces femmes ne sont pas devenues veuves le jour de leur accouchement, hein. Le père de l'enfant n'est pas mort en couche. Il a juste décidé de ne pas assumer ce qu'on est deux à pouvoir provoquer quand on est dans un lit à profiter des bonnes choses de la vie. Tout ça pour dire que, peut-être, oui, certains stéréotypes et certains préjugés se construisent à grands coups de réalité et que je mets au défi n'importe quel homme de devenir médecin, de voir 25 à 30 patients par jour, dont plus la moitié de patientes, et de ne pas finir par se sentir violemment ébranlé par la prise de conscience suivante. Dans notre société, les hommes jouissent d'une quantité de privilèges bien supérieure à ceux dont jouissent les femmes, simplement parce qu'ils sont nés avec des testicules et un pénis. Le deuxième texte que je vais vous lire vient de la page Facebook d'une personne qui s'appelle Tan Polyvalence, qui fait régulièrement des appels à témoignages auprès de personnes. Et donc là, je vais vous citer le début d'un texte qui est beaucoup plus long, qui résume tout ce que je redoute. Je voudrais que pendant une semaine, non pendant le reste de ma vie en fait, je voudrais qu'une personne vienne chez moi et gère tout. Tout, parce que je ne sais pas comment je tiens. La réalité, c'est que je n'en peux plus. De penser à me réveiller, à le réveiller, de me lever, de tout préparer, de l'amener à l'école tous les matins, d'aller le chercher tous les soirs, de ranger, de speeder, de faire à bouffer, de faire la vaisselle, de faire le ménage, de descendre les poubelles, de faire les courses, d'aller mendier aux assos, de faire les machines, d'étendre le linge, de plier le linge, de ranger le linge, de faire les devoirs, de gueuler, de péter un plomb, de répéter, de rabâcher, de lui dire 4 fois de prendre sa douche, 3 fois de ranger sa chambre, de l'amener au centre aéré, de rentrer, de s'asseoir 1 heure, de repartir, de tout dire, de tout diriger, de tout décider, de tout maîtriser, de tout gérer du lundi matin au dimanche soir, de penser au boulot, de regarder l'heure, de râler, de soupirer, d'avoir un agenda mais de tout garder en tête, de m'occuper des factures, de la paperasse, du fric de la voiture, des réparations, du siphon à nettoyer, des baskets à laver, maman, de la tâche sur le plafond, du dessin à colorier, maman, des stickers à coller, maman, des posters à accrocher, maman, de l'avion à recoller, maman. De toute façon, t'es toujours fatiguée, maman, parce que maman, c'est le punching ball de tes émotions. Alors, il y a des avantages à la parentalité, hein. Je vois beaucoup de parents qui me disent à quel point ça donne du sens à leur existence. Beaucoup de parents aussi me parlent de leur plaisir de transmettre quelque chose. Et surtout, moi, ce que j'envie vraiment aux parents, c'est l'amour qu'ils ressentent si fort, pas tous, hein, mais souvent, pour un être humain, jusqu'à avoir envie d'en faire un deuxième. Les Anglais distinguent 2 mots. Ils distinguent child-free et childless. Child-free, c'est les personnes qui n'ont pas d'enfants parce qu'elles ont choisi de ne pas en avoir. Childless, c'est des personnes qui n'ont pas d'enfants et qui n'ont pas choisi de ne pas en avoir pour plein de raisons. Moi, je suis childless. Donc moi, j'étais restée dans cette date après 30 ans. Donc j'ai commencé à me poser la question après 30 ans, mais en fait, c'était trop tard. C'est avant, en fait, qu'il faut y penser si on veut des enfants. Alors du coup, l'avantage, c'est que ça me permet de vivre une vie égoïste, mais bien, hein. Enfin, l'égoïsme dans son bon sens, hein. Je peux penser à moi, je peux vivre mes rêves, je suis plutôt sereine, voilà, je me repose beaucoup. Mais voilà, pour compenser mon regret, j'avoue, parfois, je vais voir une petite page Facebook en anglais qui s'appelle « I regret having children », qui cumule de témoignages de personnes qui regrettent d'être parents, et j'avoue, je me régale. Et du coup, c'est vrai que le regret de la parentalité est quand même hyper tabou. Il commence de plus en plus à sortir, mais voilà, jusqu'à présent, c'est quelque chose dont on ne peut pas vraiment beaucoup parler. Mais j'avoue quand même que parfois, ma non-parentalité peut me rendre très triste. Donc j'ai cherché à comprendre pourquoi je suis célibataire. Et là, je vais vous emmener du côté de la psychologie. Il existe un psychiatre, qui s'appelle John Bowlby, qui a donc créé la théorie de l'attachement. La théorie de l'attachement, c'est qu'en fait, chaque nouveau-né va ressentir de la détresse, de la peur et de la colère. Et donc, il va avoir un besoin de sécurité et de réconfort, qui va passer par un soin physique et émotionnel qui va être prodigué par sa figure d'attachement.
On dit figure d'attachement parce que souvent ce sont les parents, le père et la mère, mais ça peut être aussi un oncle, une tante, des grands-parents, une famille d'accueil, un travailleur social, voilà, ou un éducateur spécialisé. Donc, l'enfant va exprimer par des pleurs, des sourires et des agrippements et des vocalisations ce besoin. Et donc, le type d'attachement va dépendre de la qualité de l'interaction entre l'enfant et la figure d'attachement. Et ça va conditionner le développement émotionnel et relationnel de l'adulte plus tard. Alors, le premier type d'attachement, qui correspond à la moitié de la population, c'est l'attachement dit sécure. Dans ces cas-là, la figure d'attachement va soutenir et réconforter l'enfant dès qu'il en a besoin. Donc l'enfant va explorer le monde de façon autonome, tout en sachant que quand il va revenir, il va trouver sa figure d'attachement pour le réconforter. Et donc ça fait des adultes qui sont capables de vivre des relations sécurisantes et qui sont à l'aise pour se rapprocher de quelqu'un et de créer une proximité relationnelle. Moi, mon grand exemple, c'est Paul McCartney. Paul McCartney et Linda McCartney, c'était mon préféré quand j'étais ado. Et en fait, ils s'aimeront jusqu'à ce que la mort les sépare. Et Paul McCartney dit dans plusieurs interviews qu'en fait, sa bonne humeur, il les tient de sa maman. Sa mère est morte quand il était adolescent d'un cancer, mais du coup, il lui a apporté des bonnes bases. Et en fait, dans la chanson Let It Be, quand il dit « Mother Mary comes to me », en fait, c'est sa maman qui s'appelait Marie qui vient vers lui et qui lui dit « Let it be, lâche prise, quoi ». Donc voilà, ça c'est mon exemple d'attachement sécure. Ensuite, il existe donc l'attachement insécure. Donc le premier type d'attachement insécure, c'est l'attachement insécure distant ou évitant. Et dans ces cas-là, la figure d'attachement est moins sensible et moins disponible. Et elle répond aux besoins matériels de l'enfant, mais pas aux besoins émotionnels. Donc les adultes vont détourner leur attention quand l'enfant exprime de la peur ou de la détresse. Et donc ça va faire des enfants qui vont minimiser leurs besoins affectifs. Et donc, ça va faire des adultes qui vont éviter les relations étroites, qui vont maintenir une distance émotionnelle, ils vont être mal à l'aise pour exprimer leurs sentiments ou se connecter profondément aux autres. Donc ce sont des personnes qui évitent les conflits, qui sont très indépendantes et qui ont du mal à demander de l'aide ou accepter du soutien. Donc ce sont des personnes qui s'engagent peu dans les relations à long terme et peuvent même jusqu'à saboter leurs relations. Donc ce sont des personnes solitaires qui peuvent se retirer quand elles se sentent submergées par l'exigence émotionnelle d'une relation. Ensuite, il existe l'attachement insécure ambivalent anxieux. Donc dans ces cas-là, la figure d'attachement est imprévisible et incohérente et irrégulière dans la réponse aux besoins émotionnels des enfants. Elle impose beaucoup sans tenir compte du besoin de l'enfant. Donc ça va faire des enfants anxieux, préoccupés par la disponibilité de la figure d'attachement en cherchant constamment proximité et réconfort. Et dans ces cas-là, l'enfant ne pense être aimé qu'en cas de réussite. Donc ça fait des adultes qui ont des difficultés à gérer des incertitudes dans des relations et à maintenir une estime de soi stable, cherchant constamment des signes de rejet ou de désintérêt chez les autres. Donc ça fait des adultes qui sont en recherche constante de réassurance par leur partenaire, cherchant signes d'amour et d'affection pour apaiser leur anxiété. Donc ce sont des personnes qui ont peur de l'abandon, avec des réactions excessives aux signes perçus de rejet ou de distance émotionnelle. Et donc c'est des personnes qui peuvent changer d'humeur en fonction des interactions avec leur partenaire. Donc soit la relation se passe bien et on ressent une grande joie, ça se passe mal et on peut ressentir une grande détresse émotionnelle. Est-ce que vous savez ce que je veux dire quand je vous parle de rester en vue sur les messageries instantanées? Qui voit à peu près ce que ça veut dire? Je pense que ça correspond bien à l'attachement insécure, ambivalent, anxieux. Donc là, je vous ai simulé une conversation WhatsApp. Donc voilà, on va dire, j'ai rencontré un gars sur Tinder. Je lui ai donné mon numéro de téléphone. Et donc, il me dit rendez-vous, Place Jean Jaurès, à 18h pour le soir. La soirée se passe bien, c'est cool, moi je passe un bon moment. Et donc, j'ai écrit un petit message le lendemain. C'était super hier soir, j'espère que pour toi aussi. À bientôt, j'espère. Et là, toute ma vie ne va tourner qu'autour de ce qui va se passer là, au niveau de l'accusé de réception. Donc là, ça veut dire que le message a été envoyé. Donc moi, dans ces cas-là, je guette. Quand est-ce que le message va être reçu?
Les 2 coches grises, ça veut dire que le message a été reçu. Ouh. Donc là, le compte à rebours commence. Quand est-ce que le message sera lu? Donc on surveille, on regarde les statuts en ligne, est-ce qu'il est là? Et là, oh, miracle! Enfin, le message a été lu. Et si le message n'est pas répondu, c'est ce qu'on appelle rester en vue. Il m'a laissé en vue. Et là, dans ce cas-là, pour finir l'exemple, j'ai simulé une réponse qui n'est pas celle qu'on attend. Oui, c'était sympa. Donc ça veut dire qu'en fait, c'était pas sympa, il n'espère pas me revoir, donc que c'est mort. Mais ça, je pense que c'est un bon exemple de la torture moderne qu'on peut ressentir quand on a ce type d'attachement anxieux, ambivalent. Et le dernier type d'attachement, donc c'est pas Bowlby qui l'a créé, c'est Endworth, c'est l'attachement désorganisé. Donc dans ces cas-là, les enfants ont été exposés à des situations traumatisantes, d'abus et de négligence, avec des relations instables, avec leur figure d'attachement. Donc ce sont des enfants qui vont vivre des épisodes de peur intense et d'insécurité, et qui ont une relation instable et contradictoire avec leur figure d'attachement. Donc ça fait des adultes qui ont peur de l'intimité, qui ont des difficultés à s'engager émotionnellement, qui ont du mal à faire confiance à leur partenaire. Et donc ça va être des adultes qui vont être en alternance entre le rapprochement et le retrait, créant confusion chez leur partenaire. Ça va faire des adultes qui ont des difficultés à gérer leurs émotions avec des réactions excessives ou inadaptées. Moi j'appelle ça les gens cassés à l'intérieur. Donc voilà, c'était pour finir les 4 types d'attachement. Alors il y a des solutions, hein. La première solution, déjà, c'est commencer, moi je vous conseillerais, si vous vous reconnaissez dans un de ces 3 types, c'est de consulter un psy, si ce n'est pas commencé. Ensuite, c'est d'aller vers des partenaires sécurisants. Donc là, je vais vous citer un thérapeute qui dit « La guérison ne passe que par la traversée de nos souffrances. Ce sont nos traumatismes que nous mettons dans la relation et c'est à travers elles que peut se construire notre sécurité intérieure. » Toutefois, quand on a vécu un attachement insécure, on va souvent aller vers des partenaires qui vont nous faire reproduire finalement ce qu'on connaît. Parce qu'on va avoir tendance à aller vers ce qui nous est familier. Parce que souvent, ce qui nous fait du bien, ben, ça nous ennuie. C'est pas... On se fait chier, quoi. Et en fait, je vous parlais tout à l'heure du tabou, du regret de la parentalité. Je pense que quand on ne peut pas exprimer clairement qu'on a du mal à gérer son enfant et son nouveau-né, eh ben, je pense que ça nous invite à renouveler ce type d'attachement. Et donc, en fait, on est prisonnier dans une boucle de génération en génération. Et donc, moi, je sais très bien que mon attachement anxieux ambivalent, c'est quelque chose qui s'est reproduit de mère en fille. Voilà. Ensuite, donc pourquoi je suis célibataire, c'était la question. Donc déjà, il y a ça, ce qui fait que je peux être parfois assez envahissante pour être rassurée. Ensuite, je manque de confiance en moi parce que je me considère comme bizarre et décalée. Je parle trop, je pense trop, je suis impulsive. Voilà. Mon père me dit que je suis compliquante. Sympa. Et voilà. Et ma plus vieille amie me disait que j'étais dans l'oversharing. Donc elle vit en Angleterre, hein. L'oversharing, c'est le surpartage. Donc je fais partie de ces gens qui peuvent parfois parler d'intime assez facilement. Et donc du coup, après je réfléchis en me disant mais qu'est-ce que j'ai encore raconté? Non mais j'aurais jamais dû dire ça. Donc il y a ça. Et donc je pense que ce qui a appuyé très fort cet attachement insécure, anxieux, ambivalent, c'est que je pense que mes parents ont vraiment fait une erreur stratégique. En fait, ils ont acheté une maison, une longère. Une longère, ça veut dire c'est une maison longue. Et donc eux, ils avaient leur chambre d'un côté. Et mon frère et moi, on avait leur chambre de l'autre côté. Et j'ai demandé à mon papa, mais dis-moi, en préparant ma conf, à partir de quel âge vous m'avez mis dans ma chambre? Oh bah très vite, hein. À peine il y a quelques mois, je me suis retrouvée à vivre mes besoins ma détresse, ma colère et mes besoins de soins physiques et émotionnels, la nuit, sans personne pour s'occuper de moi. Et je pense que c'est pour ça que je peux ressentir encore parfois une très grande noirceur qui m'atteint, que je vis toujours parfois. Et c'est pour ça que j'ai autant aimé le personnage d'Émilie Joly, dans lequel je me suis beaucoup reconnue. Et donc, je vais vous faire écouter la première chanson du conte musical. Connect. Merci. La petite fille dans la chambre vide a peur.
du licage toute seule. Ses parents sont tendres, mais elle ne peut comprendre qu'ils sortent le soir, la laissant dans le noir. La peur l'empêche de crier, la peur l'empêche de pleurer. Bien sûr, la chambre est vide, mais la petite fille... Donc le manque d'estime de moi, le côté bizarre et décalé, oversharing, envahissante et la noirceur, c'est vrai que ça ne vend pas du rêve. Donc il y a Carol Gilligan, une psychanalyste américaine, qui a prouvé dans un livre qui s'appelle « Pourquoi le patriarcat ?», qu'en fait, l'attachement insécure, évitant ou distant, ça concerne les hommes, et l'attachement insécure, ambivalent, anxieux, concerne les femmes. Quelle est la couleur qu'on attribue aux petits garçons? Le? Qu'est-ce qu'on dit comme qualité des garçons? Un petit garçon, il est le bleu, ils sont forts, ils sont courageux. Quelle est la couleur qu'on attribue aux petites filles? Qu'est-ce qu'on dit d'elles? Qu'elles sont mignonnes, jolies, gentilles, voilà. Vous vous rendez compte qu'un être humain, avant d'être né, après l'échographie qui lui permet de connaître son sexe, on va déjà lui projeter des attributs. Je trouve ça absolument dingue. Moi, quand j'étais petite, j'aurais adoré avoir un circuit de voiture électrique. J'ai pas osé le demander, je me suis auto-censurée. Parce que c'était pas un truc de fille, quoi. Il y a un journal allemand qui a fait une enquête auprès des vêtements des enfants de moins de 10 ans. Et ben, ils sont arrivés à la conclusion que les shorts des petites filles sont 10 cm plus courts que les shorts des petits garçons. J'ai une copine qui cherchait des chaussures pour sa fille de 3 ans dans une boutique. Mais en fait, les chaussons antidérapants n'étaient que du côté des garçons. Donc les petites filles, elles n'avaient pas le droit de porter des chaussons antidérapants. Il y a une émission espagnole qui a fait une expérience autour d'une fausse pub pour les petits enfants de 6 ans. L'objectif, c'était donc de leur faire manger un yaourt et de leur faire dire « c'est vraiment délicieux ». Et bien les petits garçons, quand ils mangent le yaourt qui n'est pas bon, ils avalent le yaourt et ils font une grosse grimace en faisant « ils arrivent à dire « c'est vraiment délicieux ». Alors que les petites filles, elles prennent le yaourt, on voit un petit voile de contrariété très rapide, elles arrivent à dire « c'est vraiment délicieux ». Et déjà à 6 ans, les filles, elles ont intégré que devaient faire ce qu'on leur disait de faire, en fait, de faire plaisir aux autres. Et l'origine, le but de cette émission, de cette fausse pub espagnole, dans belle émission, c'était de prouver que les femmes étaient des menteuses. En fait, nous, les petites filles, dès qu'on est toutes petites, on nous apprend à nous soucier des autres, à être gentilles. Et pour Gilligan, ça fait que déjà très tôt, les filles, nous perdons l'affirmation de soi, en fait, toutes petites. Il existe plein de pratiques qu'on estime être intimes, mais qui sont éminemment politiques. Faire le choix de se maquiller, de porter des jupes, de s'épiler, de faire des régimes, de mettre des crèmes pour rester jeune. On pense que ça, c'est de l'intime. En fait, c'est très politique. Moi, on me disait que j'étais pas féminine et ça m'a beaucoup fait culpabiliser et réfléchir. Et en 2018, j'ai compris. En fait, j'ai compris qu'en tant que race humaine, genre femelle, on attendait que je réponde à des rites de peinture sur le visage, d'objets sur le corps et de textiles pour rentrer dans le moule. Et mes collègues voient très bien quand j'ai rendez-vous important parce que ces jours-là, je vais jouer le jeu en question. Et aujourd'hui, devant vous, donc j'ai fait le choix de maquiller et de porter une jupe parce que j'ai envie d'être écoutée et pour moi, ça me semble plus important que mes convictions. Et quand j'ai créé ma conférence, je me disais, mais alors, moi, j'ai envie de plaire parce que je me rends bien compte qu'en prenant du poids et de l'âge, mon indice de baisabilité diminue, mais j'ai quand même envie de rencontrer quelqu'un.
Donc je fais comment? Est-ce que je rentre dans le jeu ou est-ce que je rentre pas dans le jeu? Eh bien depuis juin 2022, le jour de ma première, ça a changé. Maintenant je sais que je reste moi-même. Je ne fais plus d'efforts qui me déplaisent en fait. Mais ça a été compliqué pour moi de le comprendre. Et voilà. Alors que les garçons déjà, la première chose qu'on leur dit, c'est de ne surtout pas ressembler à une fille. Courir comme une fille, c'est une insulte. Donc déjà, dès qu'on est toute petite, on apprend que les garçons sont supérieurs aux filles. Il y a un sociologue américain qui s'appelle Irving Goffman qui a étudié les rites d'interaction et qui distingue 4 types de sujets de conversation. La première, c'est la pluie et le beau temps. On va chez le boulanger, ah, vous avez vu, il n'y a plus de saison, oh, toutes ces pluies en ce moment, ah bah oui, ma pauvre dame. La deuxième, ce sont les commérages. Donc il y a les ragots, mais il y a aussi comment va machin, qu'est-ce qui lui arrive, ah il a un cancer, ah il est au chômage. Enfin, c'est parler des gens qu'on connaît. Le troisième sujet, c'est la conception du monde. Donc le grand sujet en ce moment, c'est qu'est-ce que tu penses du conflit israélo-palestinien, par exemple. Et le dernier sujet, c'est celui de l'intime. Et j'ai un copain qui me disait qu'il regrettait beaucoup de ne jamais pouvoir parler d'intime avec ses amis garçons. Et donc, je suis allée voir un humoriste français qui s'appelle Laurent Siama, qui a fait un spectacle qui s'appelle Bonhomme, dans lequel il parle de féminisme. Alors, j'aime bien dans le spectacle, à un moment, il dit « Mais pourquoi t'es féministe, t'es homosexuel ?» Et puis, il répond « Ben non, moi, j'aime les femmes, j'ai envie qu'elles aillent bien, en fait. » Du coup, ça m'a fait plaisir d'entendre ça. Et en fait, il raconte que ses 2 grandes sœurs avaient un journal intime, dans lequel elles écrivaient leurs secrets. Et lui, il avait trop envie d'avoir un journal intime, quoi, avec Neymar dessus. Sauf qu'en fait, les journaux intimes n'existent pas pour les garçons. Et en fait, il dit de façon très poétique dans son spectacle que les filles, elles ont un cadenas sur leur journal intime et que les garçons, ils ont un cadenas dans leur cœur. Et donc, quand j'ai rencontré ce type, donc il y a 4 ans, avec qui ça a duré 5 mois, en fait, j'étais là quand il a ouvert le cadenas de son cœur. Et c'était vraiment magnifique de voir un homme qui découvrait que ses émotions étaient légitimes. C'était vraiment très beau. Et parce que du coup, c'est mal vu les émotions chez les hommes. Alors j'ai un scoop, tout le monde ressent de la peur, de la colère et de l'angoisse. Ce sont des émotions universelles. Nous les femmes, on va être mal vues si on exprime la colère, on est vu comme hystérique. Les garçons, c'est l'inverse. C'est seule la colère qui est légitime. Un garçon, ça pleure pas. Ça ne peut pas exprimer sa tristesse ou sa peur. C'est pas viril. Et ce qui fait que beaucoup d'hommes, finalement, subissent cette virilité en étant coincés avec toutes ces émotions qu'ils ne peuvent pas exprimer. Il y a 3 fois plus d'hommes qui meurent de suicide que de femmes, quand même. Et donc, voilà. Et souvent, donc, dans les couples hétérosexuels, ce sont souvent les femmes qui vont faire le travail émotionnel que les hommes ne font pas. Monsieur arrive, il n'est pas de bonne humeur. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Voilà. Et donc, ce sont les femmes qui vont voir des psys pour apprendre à gérer les émotions de leur conjoint. Et donc, moi, j'adore quand je rencontre un homme qui me dit qu'il est en thérapie. Ah ouais, tu vois un psy, ça fait combien de temps? 3 ans? Waouh! 12 ans? Oh, ah ouais, t'es à l'aise avec tes émotions? Oh là là! Sexy! Et donc, vu que les hommes sont mal à l'aise avec leurs émotions, et moi, que je suis dans le surpartage et l'oversharing, c'est pas forcément compatible. Vous connaissez Star Wars? C'est un film de science-fiction des années 70 qui se passe dans l'espace. Et dedans, il y a le personnage de Han Solo qui va pas arrêter de dire à la princesse Leia « Vous êtes amoureuse de moi, vous êtes amoureuse de moi ». Elle va dire « Non, je ne suis pas amoureuse de vous ». Et finalement, il la plaque là, contre le vaisseau. Il l'embrasse et elle défaille. En fait, elle était amoureuse de lui. Et en fait, ces spectacles, c'est ça qu'on a eu en fait dans l'image collective, qu'était la séduction hétérosexuelle. Et on pense que c'est comme ça que ça se passe. Alors que clairement, quand une femme dit non, c'est non. Et quand une femme ne dit pas oui, c'est non aussi. Et moi, j'ai halluciné quand j'ai découvert qu'il y a plein d'hommes qui disaient « Ouais, mais en fait, elle dit non, mais elle pense oui. » Pardon? Je sais pas, quand j'ai faim, c'est que j'ai faim, c'est pas que j'ai pas faim en fait. Voilà. Et donc pour Gilligan, pour elle, il est impossible que les hommes puissent vivre des relations profondes et authentiques à cause de ce conditionnement de la virilité. Alors d'où est-ce que ça vient? Pour Olivia Gazalet, une philosophe française, cela viendrait du ventre des femmes. Je vous explique.
Auparavant, les enfants naissaient, on ne savait pas comment ça se faisait. Et voilà, l'image de la femme était c'était les déesses mères, la mythologie très puissante, des déesses, et voilà. Et après, donc, l'humanité s'est sédentarisée et a commencé à élever du bétail. Alors là, ils ont commencé à regarder comment ça se passait. La petite graine, tout ça, nanana. Et donc, ce serait à partir de ce moment-là que les hommes ont voulu s'assurer que c'était bien leur petite graine à eux qui était dans le ventre des femmes, et ils se sont assurés que ce soit bien le cas. Et donc, ce serait donc pour ça qu'on serait arrivé à cette législation que je vous présentais tout à l'heure, avec Napoléon et l'incapacité juridique des femmes. Et ça peut expliquer aussi le massacre des sorcières. C'était bien pratique pour assassiner une femme un peu trop indépendante, de la suspecter d'être sorcière. Et puis moi, dans ma vie personnelle, ça a créé de la discrimination. Mon frère, à 14 ans, il a eu le droit d'avoir une mobilette MBK noire et violette, qu'il a utilisée jusqu'à ses 18 ans. Après, il a eu une voiture. Donc moi, à 14 ans, je me suis dit, bueno, je vais récupérer la mobilette. Et en fait, ma mère m'interdisait de sortir du périmètre de ma ville avec. Donc ça veut dire que je pouvais faire en vélo ce que je pouvais faire avec la mobilette. Donc j'ai lâché l'affaire. Donc j'ai trouvé ça très injuste. Et aussi, mon frère, adolescent, il a pu faire les 400 coups, il pouvait sortir avec ses copains, partir en vacances, partir en soirée, et moi, je n'avais le droit de ne rien faire. Alors, des années plus tard, je lui ai posé la question, et c'est que ma maman, étant montée un petit peu sur l'escalier adolescente, a voulu s'assurer qu'il ne m'arrive rien. Et donc, elle m'a discriminée à cause de mon genre pour garantir ma sécurité. Donc, ça partait d'une bonne intention, mais moi, j'ai très, très mal vécu cette discrimination. Alors, je vous disais que j'ai beaucoup écouté Émilie Joly. Dans Émilie Joly, donc, le principe de ce conte musical, donc Émilie va regarder à chaque page de son livre d'images, va découvrir un nouveau personnage. Donc ça se passe souvent avec des animaux. Le seul autre personnage féminin qui existe, c'est le personnage de la sorcière. La sorcière, elle va pas très bien. Et donc, pour vous illustrer moi-même mon changement de petite fille à femme, je vais vous montrer un effet spécial digne à faire pâlir Steven Spielberg. Attention. Donc, Émilie, voilà, elle découvre la sorcière. Et donc, moi, je me suis beaucoup identifiée à la sorcière. Je vous parlais donc de cette petite fille dans la chambre vide qui n'allait pas très bien. Et la sorcière non plus, elle va pas très bien. Et donc, du coup, voilà, moi, je me suis beaucoup identifiée à la sorcière. Je suis vêtue de robe noire. Je ne peux vivre que le soir. J'ai les ongles longs comme l'hiver. Et je fais peur, je suis sorcière. J'habite au château des fantômes. La cruauté, c'est mon royaume. De tous les diables de l'enfer, je suis la mère, je suis sorcière. Mais j'ai cassé tous mes alambics, plein de ciguës, plein d'arsenic. J'attends le prince charmant, j'attends le prince de sang qui viendra un jour me délivrer, me sauver. Donc la sorcière, elle va mal. Et de quoi elle a besoin? Elle a besoin d'un prince. Et donc Émilie, pendant tout le long du conte musical, va chercher ce prince, mais elle ne le trouve pas. Alors le narrateur va le créer, et voilà ce qui se passe. Alors, le prince charmant s'approcha de la sorcière et lui prit la main. Et soudain, sa robe noire devint blanche et on découvrit une princesse très belle et très douce.
Donc, le prince charmant lui prend la main et elle devient une princesse très belle et très douce. Moi, j'étais persuadée, comme 1 + 1 = 2, que j'allais rencontrer cet homme qui allait me sauver et qui allait faire de moi donc, une princesse. Et tout ça, ça a été encouragé par Blanche-Neige, qu'on a écouté au début, Un jour mon prince viendra. J'étais aussi à fond dans Cendrillon et La Belle au bois dormant. J'étais persuadée que ça m'arriverait. Et j'ai aussi beaucoup regardé le film L'étudiante avec Sophie Marceau, qui était un peu la suite de La Boue, que j'ai regardé aussi vraiment très souvent. Et j'étais persuadée que ça allait m'arriver. Alors pour comprendre comment j'en suis arrivée là, j'ai eu la chance de découvrir un merveilleux podcast qui s'appelle Le Cœur sur la table. Qui a vu Le Cœur sur la table ou lu, enfin, parmi vous? Voilà. Donc grâce à ce podcast, j'ai réussi à comprendre quelques trucs importants. Notamment, j'ai réussi à déconstruire 3 mythes de l'amour. Le premier, c'est en fait que de l'amour romantique, cet amour romantique déresponsabilise les femmes de leur bien-être. Et en fait, ça les maintient dans un état d'attente et de passivité en attendant de trouver le bon. Et une fois qu'on l'a trouvé, eh ben, on va tout faire pour conserver l'illusion, ce qui fait qu'on va trouver normal de se mettre au second plan et parfois d'accepter des violences psychologiques, voire physiques, pour continuer à rester dans le truc. Moi, j'ai quand même avalé pas mal de couleuvres tout au long de ma vie sentimentale pour continuer à rester dans des relations qui ne m'allaient pas. Ensuite, le deuxième mythe, c'est l'omnipotence. C'est penser que l'amour peut tout. Alors, j'ai lu le livre de Carole Herrera Gomez qui s'appelle La Révolution romantique et dans lequel elle dit ceci. Toutes les héroïnes de films se connectent à ce petit garçon apeuré, le prennent en pitié, se montrent compréhensives, fondent de tendresse, aspirent à le guérir et à le sauver avec des tonnes d'amour véritable. Dans la fiction, elles y parviennent toutes. Dans la réalité, non. En fait, beaucoup de femmes pensent que quand elles rencontrent un homme, elles vont pouvoir le changer. Et il est dépressif? C'est pas grave. Il est alcoolique? C'est pas grave. Il a des addictions? C'est pas grave, parce que moi, je vais tellement l'aimer, je vais tellement donner que je vais réussir à le faire changer. Eh bien, en fait, ça ne marche pas. Et si un homme réussit à se soigner de son addiction ou de sa dépression, ce sera grâce à lui, et surtout pas grâce à nous. Donc, mesdames, si vous êtes en relation avec un homme qui a des addictions, acceptez-le comme il est, ou partez, en fait, parce que vous n'arriverez pas à le changer. Voilà. Et le troisième mythe que j'ai réussi à déconstruire, c'est celui, hérité du christianisme, celui de la souffrance et du sacrifice. S'imaginer que plus je vais souffrir et plus je vais être récompensée. Et vous connaissez Roméo et Juliette? Ça dure 3 jours, ils meurent tous les deux à la fin. C'est pas terrible. Et donc, Carole Herrera Gomez dit « On souffre pour susciter l'admiration, la compassion, la sympathie, la pitié ou l'envie chez les autres. On souffre pour récolter ce qu'on a semé dans la douleur. L'amour est un mythe qui laisse beaucoup d'entre nous groggy. On souffre pour susciter l'admiration. » Moi, avec cette histoire d'il y a 4 ans, là, eh ben, j'ai tellement souffert que j'en ai fait un livre pour montrer à mes lecteurs à quel point cette histoire, elle était trop belle. Et en fait, je suis complètement rentrée dans ce mythe de la souffrance et du sacrifice. Elle le suivrait jusqu'en enfer, et même l'enfer c'est pas grand chose. À côté d'être seule sur terre, et elle y pense seule dans son lit, le soir entre ses draps roses. Elle aime, elle adore, plus que tout elle aime, c'est beau comme elle aime. Elle le suivrait jusqu'en enfer, et même l'enfer c'est pas grand chose, plutôt que d'être seule sur terre. Cette chanson nous dit qu'être seule c'est pire que l'enfer, et qu'en plus c'est beau de penser comme ça. Je trouve que cette chanson à elle seule résume le masochisme romantique. Alors clairement non, souffrir, non, c'est pas, moi je préfère être seule que l'enfer, hein. Entre, je sais pas vous, mais voilà. Heureusement, j'ai découvert une super page Instagram qui s'appelle Self Love Project, dont l'objectif est de vendre des prestations de coaching à des femmes qui souffrent dans leur vie sentimentale.
Et j'ai appris un truc super important, donc c'est cet écueil de l'engagement, que voilà, c'est que je pensais que si je me sacrifiais suffisamment, si je me soumettais, si je mangeais des couleuvres, eh ben, il allait changer d'avis. Et que même si un mec me disait qu'il ne voulait pas s'engager et qu'il ne cherchait rien de sérieux, eh ben, il allait changer d'avis parce que j'allais tellement me sacrifier que ça allait donner des résultats. Et en fait, ça ne marche pas comme ça. Parce que clairement, quand un homme dit non, c'est non. Et s'il dit pas oui, c'est non aussi, en fait. Et le consentement, ça marche pour tout le monde. Si une femme refuse des rapports sexuels, elle a le droit de dire oui au suivant. Et si un homme dit qu'il ne veut pas s'engager avec nous, ben, il a le droit de s'engager avec la suivante. En fait, c'est juste peut-être qu'on lui plaisait pas. Et puis, c'est pas grave, en fait. On plaira à un autre, en fait. C'est pas la fin du monde. Mais voilà, pareil, on peut pas voilà, ça sert à rien d'essayer de les faire changer d'avis. Si on rencontre un homme qui nous dit qu'il cherche pas quelque chose de sérieux ou qui veut pas s'engager, on lâche l'affaire, en fait. On n'y laisse pas des plumes encore et encore. Voilà. Et sinon, ce que j'ai appris aussi grâce à ce compte Instagram, c'est le mythe de l'étincelle. Oh, j'ai rencontré un mec, c'était génial. Alors là, on s'est vu, là, c'est le coup de foudre. Et puis alors, on a fini de sexe. Oh, mais absolument, c'était génial. Je sais, c'est lui, c'est le bon. En fait, c'est comme si l'amour se décrétait. On a le coup de foudre, ça se décrète. En fait, c'est pas comme ça que ça marche, l'amour. L'amour se décrète pas. Ça, déjà, ça implique d'apprendre à se connaître. Moi, je suis très exigeante en amitié. Moi, il me faut du temps pour être amie avec quelqu'un. Il me faut apprendre à connaître les gens. Il faut quand même vivre des histoires. Enfin voilà, il y a des choses à traverser pour dire que quelqu'un est mon ami. Alors qu'en fait, j'étais beaucoup moins exigeante en amour. C'était juste, voilà quoi, on y allait, on y allait. Et donc, je me suis rendu compte que je devais être aussi exigeante dans mes histoires d'amour que dans mes histoires d'amitié, en fait. Et que surtout qu'une histoire, ça se construit et ça ne se décrète pas. Et grâce à ce cœur sur la table, j'ai découvert la pensée de Simone de Beauvoir, merveilleuse féministe du XXe siècle. Pour Simone de Beauvoir, il est très angoissant pour tout être humain d'assumer sa liberté. Et les femmes vont se décharger de cette angoisse en trouvant du sens dans leur existence, en se mettant au service d'un homme. Et en fait, les hommes aussi vont avoir besoin de trouver une solution à cette angoisse d'assumer leur liberté, mais ça ne va pas être dans une relation amoureuse. Ça va être dans une passion, dans une entreprise, dans une association, dans une cause, dans le militantisme, dans la politique. Et moi, ce que je vois, ce sont des femmes qui vont regarder des hommes et des hommes qui vont regarder ailleurs. Et ce qui fait que les femmes se soumettent et du coup, les hommes se retrouvent coincés dans des relations à devenir l'alpha et l'oméga de leur conjointe. Et donc, du coup, les femmes demandent à leurs hommes d'être à la hauteur du sacrifice qu'elles font pour être avec lui. Et donc, du coup, mais en fait, tu fais quoi en échange? Et ce qui fait que ça met une grosse pression aux hommes alors qu'ils n'ont rien du tout demandé. Et vu que les femmes sont socialisées comme inférieures depuis toute petite, elles vont penser trouver dans l'homme un dieu ou un maître. Et du coup, on est condamné à la déception parce que jamais aucun homme ne vaudra notre sacrifice. Alors moi, quand j'étais petite, jusqu'à la mort de ma mère, mon existence était justifiée par son amour. Elle m'aimait tellement, ma maman, elle m'adorait. Et c'était ma première motivation pour être mère, c'était pour comprendre comment on pouvait autant aimer un être humain. Bon, c'était peut-être pas une bonne raison. Mais en fait, quand elle est morte, et ben, du coup, mon existence n'était plus justifiée. Et en fait, c'est pour ça que je me suis lancée dans des histoires vaines pendant super longtemps, à chercher du sens, à chercher donc ces accusés de réception, des réponses, pour trouver du coup un sens à ce vide en fait. Et donc j'ai compris en fait grâce à tout ça que en fait j'étais actrice de ma soumission envers les hommes. Mais ça veut dire que si je suis actrice de ma soumission, ça veut dire que je peux arrêter de leur être soumise. Et donc changer la donne. Alors, quelle est la solution à tout ça? C'est déjà d'échapper à la tentation de se soumettre. Et c'est d'accepter la responsabilité de sa propre liberté et l'angoisse qui va avec. Et ce que je vous invite tous à faire, moi la première, c'est d'accepter notre solitude fondamentale que nous vivons tous. Carole Herrera Gomez propose de débarrasser l'amour du masochisme romantique, de travailler dur pour faire table rase des associations entre amour et souffrance, amour et sacrifice,
amour et soumission, amour et renoncement. Et Juliette Drouhard ferait une proposition beaucoup plus radicale. On imagine un monde où on cesse de se comporter comme un homme ou comme une femme. On habite, travaille et aime les personnes qui nous sécurisent, nous garantissent des liens de réciprocité. On désire et trouve du plaisir dans le consentement mutuel avec tous les types de corps, vu qu'ils ont tous les mêmes terminaisons nerveuses. Et les 2 ou 3 fois de sa vie où on veut se reproduire, on va chercher des gamètes adéquates auprès du ou de la productrice locale. Donc en fait, Juliette Drouhard propose donc de mettre fin à l'hétéronormalité et donc du coup de cesser de rentrer dans ces jeux masochistes. Alors dans mon cas, j'ai appris à accepter ma solitude fondamentale, enfin j'essaye, et je suis en train d'essayer de m'accepter sous toutes mes facettes. Et j'essaye de trouver d'autres stratégies pour vivre mon anxiété, vivre avec ma noirceur, et surtout j'essaye d'en attendre moins des autres. Donc tout ça, c'était pour vous dire que je pense que la romance, le couple et la famille sont empreints de patriarcat. Donc l'ennemi, ce n'est pas le mal, M-A, accent circonflexe, L-E, ce n'est pas l'homme, c'est le système qui fait qu'on va reproduire tout ça de génération en génération. Aujourd'hui, être une femme cisgenre hétéro, c'est penser qu'on a moins de valeur que les hommes, c'est accepter de souffrir en amour, c'est accepter la charge mentale et c'est subir les inconvénients de la parentalité sans se plaindre. Et tout commence par ce script hétéro, petite fille, petit garçon, qu'on nous met déjà depuis qu'on est tout petit, même avant qu'on naisse. Et en fait, c'est un peu comme une chorégraphie qu'on danse ou une partition qu'on joue. Et est-ce que ça nous rend heureux? Eh bien moi, je pense que ça rend difficile d'avoir des relations hétérosexuelles profondes et authentiques. Alors comment faire pour changer le monde? Rien que ça. Déjà, au niveau de l'éducation, je propose qu'on réaménage les cours d'école. Aujourd'hui, beaucoup de cours d'école ont encore un grand terrain de foot qui est réservé aux garçons qui jouent au foot, dont ils vont exclure les filles, et aussi donc, du coup, auxquels les garçons qui ne jouent pas au foot ne vont pas avoir accès. Je suis pour qu'on fasse des jouets non genrés. Quand j'ai préparé ma conf, j'avais vu dans un magasin, dans un truc de jouets, là, un magazine de jouets, le kit de la petite influenceuse YouTube. Tout en rose, le tuto maquillage et tout. Horrible. Je serais pour qu'il n'y ait aucune tolérance pour la violence et les moqueries auprès des enfants, aucun jugement, et que chacun puisse être qui il veut et faire ce dont il a envie sans se faire réprimander par les autres. Au niveau de la législation, j'en suis pour que le congé paternité soit aussi long que le congé maternité pour que les 2 parents puissent vivre ensemble les premiers mois des enfants qui peuvent être si durs. Je suis pour que les femmes ne soient plus pénalisées sur leur retraite, parce qu'aujourd'hui, une femme qui se met à temps partiel ou qui arrête de travailler pour s'occuper de ses enfants va avoir du coup sa retraite d'un montant beaucoup plus faible parce qu'elle n'aura pas eu autant de trimestres qu'un homme. Au niveau des salaires, je suis pour faire respecter la loi qui existe pour que travail égal soit salaire égal. Au niveau des vêtements, je prône que pour les vêtements soient identiques pour les petites filles et les petits garçons. Qu'on dégenre aussi les chaussures pour que les petites filles puissent aussi être des aventurières. Et je vous propose aussi, enfin pour la mode, c'est que les femmes puissent avoir des vraies poches dans leurs vêtements. Je vous propose aussi donc qu'on déconstruise, alors déjà par la thérapie, mais aussi par les groupes de parole. Il existe une initiative que j'aimerais bien voir sur retour, des cercles d'écoute qui sont destinés aux hommes, mais qui doivent être tenus par des personnes sexisées, donc des personnes non hommes cis, pour que les hommes puissent enfin ouvrir la parole sur ces sujets-là, sans être jugés sur le fait de ne pas être viril. Alors comment reconstruire? Je serais pour mettre du coup comme prérequis le consentement enthousiaste et éclairé sur tout. Ensuite, je propose de faire famille autrement pour que les enfants soient à nouveau élevés par un village et pas juste par leurs parents, parce qu'il faut savoir que la famille, c'est le premier espace de violence pour les enfants. Ensuite, je suis pour enterrer ce mythe de l'étincelle et de Cupidon qui jette sa flèche. Moi, j'ai compris que du coup, Cupidon m'a amené vers des personnes qui nourrissaient ma névrose et m'amenaient vers des personnes qui ne m'allaient pas. Donc maintenant, j'espère aller vers quelqu'un pour vivre une intimité authentique. Donc quelqu'un qui est OK avec ses émotions. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé par moi, n'hésitez pas à leur parler de moi.
Donc le point de départ de cette conférence, c'était comprendre pourquoi je m'étais mise avec cet homme pour vivre cette histoire de 5 mois qui m'avait tant fait souffrir. Et j'ai compris qu'en fait, que ma violence n'est pas que psychologique, mais elle est aussi politique, suite à ce qu'on nous a enseigné depuis des siècles et des siècles, ce rapport de domination entre les hommes et les femmes. Donc voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui.